Épisode numéro 41 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec nous encore une fois cette semaine. Pour ceux qui nous écoutent en live les jeudis soirs sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, merci d'être là. Merci d'interagir avec nous. Puis on vous invite à nous poser vos questions. Et pour ceux qui nous écoutent en format podcast, ce ne sera peut-être pas nécessaire de nous poser les questions en direct puisque le format est déjà enregistré, mais merci d'être à l'écoute malgré tout. Cette semaine, encore une fois, accompagné du collègue Sébastien Berroir. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, mais d'après moi, ça ne va pas aussi bien que les Dodgers. Ouais, ça a l'air de bien aller chez les Dodgers. On y reviendra. Ça va. On y reviendra. Puis pour aborder ce sujet-là, on s'est dit, invitons Pascal Harvey à venir nous rejoindre, un collaborateur régulier au podcast. Pascal, comment vas-tu? Ça va bien, les gars. La dernière fois que j'ai participé au podcast, je crois qu'on se préparait à vivre la Série mondiale. Fait qu'il a coulé quand même beaucoup d'eau sous les ponts depuis, là, mais ça va nous permettre de reparler des Dodgers, des Yankees. Et toujours les mêmes équipes, finalement. Oui, il y a des clubs qui aiment se tenir dans l'actualité, puis indice, c'est pas forcément les Reds de Cincinnati. ni les Pirates. Ni les Pirates. Quoique avec Paul Skeens, on en parlait plus qu'on voulait. Hein? C'est vrai. D'ailleurs, parlant de Paul Skeens, la petite parenthèse avant de rentrer sur le blog des Blue Jays, non seulement ils se sont fait jouer les Pirates en n'ayant pas un choix au repêchage parce que Paul Skeens n'a pas commencé l'année du côté de Pittsburgh puis il a gagné le titre de recrue de l'année, mais en plus, ils viennent de perdre une année d'autonomie, Sébastien, parce que en étant recrue de l'année, puis vu que c'était un gros prospect, on lui donne une année de service complète. Fait que ça va être dans 5 ans qu'il va être joueur autonome au lieu de 6. Forcément, ça va affecter les Pirates, cette histoire-là. Oui, ça va les affecter, mais non, je ne verserai pas une larme. Les Pirates sont... Ils payent le prix de leurs propres actions. Tu ne voulais pas l'amener parce que tu voulais sauver une année de contrôle. Là, maintenant, tu en paies le prix. C'est ça qui arrive avec les petits marchés. Puis on va peut-être y revenir quand on va parler des Dodgers puis d'argent différé, de plafond salarial. Mais les petits marchés qui ont des propriétaires qui ne veulent pas dépenser malgré les revenus qu'ils engrangent, malgré le partage des revenus, moi, ça ne me fait pas un prix sa différence qu'ils payent le prix à un certain moment. Ceci dit, je te soumets la question, Pascal. Dans le cas précisément d'un gars comme Paul Skeens, il est encore jeune, il venait d'être repêché, il avait lancé genre 13 manches professionnelles l'année d'avant. C'était-tu vraiment qu'on voulait le contrôler ou parce qu'on voulait lui donner du millage parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de millage? Là. Je pense qu'il avait lancé ça 13 manches. C'est pas beaucoup, 13 manches dans les mineurs. Là. C'est une drôle de situation. Hein. Puis moi, vous dites les Pirates ont perdu tel élément. Puis Paul Skeens, je ne sais pas s'il a retrouvé son sourire. Là, mais je pense que sa copine était plus heureuse que lui, visiblement. Ou c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup ses émotions, beaucoup trop. Il était possiblement un peu surpris de rafler le titre là, de recrue de l'année. Plusieurs voyaient Jackson Merrill à San Diego l'emporter parce qu'il y a toujours le débat. Hein, un lanceur qui lance aux 5 jours ne fait pas la différence à chaque jour. Puis Skeens, oui, c'est un être d'exception. C'est un athlète unique, malgré que Jackson Merrill a fait la différence à San Diego, mais pas juste une fois. Écoute, pour répondre à ta question, Charles-Alexis, je pense que les Pirates eux-mêmes ont été surpris de cette situation-là. On a voulu contrôler un petit peu plus à la fin qu'au début, j'ai comme l'impression. On a allégé ses départs vers la fin, malgré qu'il aurait pu lancer beaucoup plus de manches que ça. On s'est dit, on va protéger son bras en vertu des prochaines saisons. Puis, ça a été géré drôlement. Puis, comme tu le dis, Sébastien, souvent, les petits marchés font pitié, mais n'empêche que c'est pas toujours le cas. Puis, ils gèrent des situations drôlement là, comparativement à de plus gros marchés. Tu as parlé là, de la réaction de Paul Skeens, c'est drôle parce que ce meme-là sur les réseaux sociaux ne meurt jamais. Là. J'ai vu Paul Skeens avec son air très, très sérieux, très stoïque, puis sa blonde à côté qui célébrait. Puis c'était marqué les fans des Dodgers quand ils ont vu la signature de Blake Snell, puis Paul Skeens représentait le reste de la MLB avec sa face de beurre. Puis... ça, ou quand il l'a comparé à quand Paul Skeens est rentré dans un camion de pompiers ou quelque chose comme ça, puis qu'il était tout heureux il y a quelques mois, là, tu voyais les réactions être recrues de l'année ou rentrer dans un camion de pompiers. Fait que Paul Skeens dans toutes ses nuances. On va l'avoir pendant longtemps, je pense.
Ouais, je pense que oui. Puis c'est Ouais. correct, c'est drôle. Ouais. Ben oui. On essaie du côté du baseball de recréer l'effet peut-être Travis Kelce et Taylor Swift, là, à plus petite échelle, évidemment. Mais Ouais. messieurs, il y a un peu d'actualité à jaser, oui, chez les Blue Jays de Toronto. Donc, Sébastien, allons-y. Blue Jays, let's play ball. Messieurs, on va parler un petit peu des Blue Jays. Peut-être pas la semaine où on en parlera le plus, à moins là, que les questions pullulent. Là, je vois déjà qu'on a quelques questions sur les côtés et elles concernent toutes Blake Snell. Donc, on va se dépêcher aussi à arriver à ce sujet-là, qui est probablement le sujet de la semaine. Chez les Blue Jays, Pascal, je voulais quand même jaser de Jordan Romano. Il y avait des rumeurs dans les dernières semaines comme quoi que les Blue Jays n'allaient pas lui offrir une offre de contrat pour garder le contrôle sur lui parce que, bon, on a un enclos à reconstruire et de mettre 8 millions de dollars ou à peu près sur un gars qui vient avec beaucoup d'incertitudes. Il y avait déjà des incertitudes avant, il y en avait encore plus depuis sa blessure. On décide de le laisser aller à 1 an de l'autonomie. On lui dit, ben écoute, ton année s'en vient, tu peux être joueur autonome dès maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce mouvement-là? Est-ce que tu penses que c'est une erreur des Blue Jays ou tu te dis ben, peut-être que cet argent-là peut être placé un petit peu plus efficacement ailleurs? Bien, je pense que Romano, en étant blessé là, pour la plupart de la saison, une bonne partie de la saison, n'a pas pu se faire valoir à une année qui était très cruciale pour lui côté contractuel. Donc, ce n'est pas surprenant de voir les Blue Jays là, lancer la serviette dans le cas de Romano. Est-ce qu'il va se retrouver un boulot rapidement? C'est sûr qu'un releveur de sa qualité ne fait pas partie là, du très haut, de très haut niveau de releveur, mais a quand même fait le boulot à Toronto au cours des dernières années. Mais pour les Blue Jays, je crois que c'est un montant d'argent qu'on va pouvoir économiser puis investir sur d'autres lanceurs, sur un autre lanceur au minimum. Puis, c'est l'enclos qui est à reconstruire. Fait que tu te dis, si tu gardes Romano, tu investis un montant d'argent sur Romano, ben, il va falloir que tu reconstruises quand même ton enclos de releveur. Puis là, tu vas pouvoir le faire plus librement. Tu vas pouvoir aller chercher des joueurs qui vont pouvoir t'aider à reconstruire et à gagner en confiance aussi parce qu'on se souvient que l'enclos de releveur des Blue Jays a été le point d'interrogation pendant plusieurs saisons. Pendant que l'attaque roulait à plein régime, marquait des points, ben, les releveurs en donnaient tout autant. Fait que c'était difficile de ramasser des victoires. Là, il faut voir qu'il faut bâtir autrement, il faut avoir une philosophie qui est autre. On a des bons partants à Toronto. On réussit à conserver nos partants. Maintenant, je pense qu'il faut reconstruire l'enclos. Puis Romano ne faisait plus partie des solutions. Donc, bonne chance pour la suite. Va sûrement se retrouver du travail, mais ailleurs qu'à Toronto. Sébastien, si on joue à l'avocat du diable, Pascal a raison en disant on va pouvoir placer cet argent-là ailleurs. Ceci étant dit, toi, si tu es un releveur agent libre, est-ce que Toronto est au sommet de ta liste? Probablement pas, malheureusement, parce que là, on n'est pas en train de me prouver qu'on est en train de construire cet enclos-là. On vient de se départir des services de Romano. Mais pour rebondir là-dessus, je pense quand même que c'est la bonne décision parce que on ne peut pas donner autant d'argent à un releveur que c'était toujours une aventure quand il se présentait au monticule. Si vous voulez vivre des sensations fortes, vous n'avez pas besoin d'aller sauter en parachute, vous n'avez pas besoin de sauter en bungee, vous avez juste à regarder une 9e manche lancée par Jordan Romano, vous allez avoir le même feeling. tout ça pour dire que c'était jamais simple. C'était toujours, des fois ça allait bien, mais quand même, il rendait ça compliqué. Donc, je pense qu'on a pris la bonne décision. Il n'y a rien qui nous empêche de le ramener, qui pourrait être dans un autre rôle, peut-être avec moins de responsabilités. Mais pour le moment, le marché de Toronto n'est pas vraiment attrayant pour un releveur qui va aller peut-être manger toute la pression en ce moment parce que si on amène un gros releveur, tous les yeux vont être rivés sur lui. C'est lui qui va devoir tirer cet enclos de relève-là. Il y a David qui nous mentionne ici, Romano n'était plus l'ombre de lui-même depuis 2023. C'est vrai que c'était difficile en 2023 puis 2024, évidemment. Bon, ça a été la saison où il s'est blessé et tout. Ça a été assez difficile à ce niveau-là. Pour moi, Pascal, la solution, elle est simple. Tu y vas par transaction. Tu sais, un petit peu comme, bon, là, c'est peut-être pas le grand exemple parce que le 2024 a prouvé que c'était pas une bonne nouvelle pour cette transaction-là, mais échanger Teoscar Hernandez qui restait 1 an de contrat de contrôle pour aller chercher Rick Swanson qui en restait 3.
en 2023, même si on s'ennuyait du bâton de Teoscar Hernandez, ben, Swanson avait été bon dans cet enclos-là. Je pense que c'est cette recette-là qu'il faut tenter de recréer, surtout avec la congestion qu'il y a à l'avant-champ avec tous les jeunes. À un moment donné, Pascal, tu as besoin de gars de banc, c'est correct. Tu as besoin de gars dans le 3, c'est correct. Ils ne peuvent pas tous rester non plus. Donc, répartir les forces dans cette équipe-là en y allant par transaction avec des gars qui vont te coûter un petit peu moins cher en argent en relève et que tu es sûr qu'ils ne peuvent pas dire non à une transaction, ben, c'est peut-être la voie à prendre pour Toronto. Ben absolument. Puis Swanson, à son tour aussi, lui a été blessé en 2024, n'a pas lancé énormément. Fait que ça a fait un peu mal paraître la transaction pour l'année qui vient de se terminer, mais quand elle a été conclue, c'était l'homme qu'il fallait aller chercher, puis on a sacrifié le bâton d'Hernandez, comme tu le dis, pour le faire. Puis à ce moment-là, ça a fait l'affaire des deux équipes à l'époque. Ça a fait l'affaire des Mariners un peu aussi. Puis, il y a des comités de releveurs qui se sont construits au fil du temps dans d'autres équipes. On a vu les Dodgers là, qui ont fait des transactions à la date limite pour aller chercher des releveurs. Puis, ça leur a pourri dans le cadre des séries éliminatoires. Puis, à l'inverse, tu regardes une équipe comme les Indians, leur releveur numéro 1, puis un des meilleurs releveurs du baseball majeur, Manuel Classé, ben, il a flanché en série. Fait que, tu peux avoir un releveur numéro 1 qui est sans contredit ton lanceur de 9e manche, mais ça ne t'assure pas de succès nécessairement pour les séries éliminatoires. Non, parce que les releveurs de fin de manche, il n'y a personne qui est mis sur le spot comme eux. Parce que si tu es un partant et que tu as une vilaine manche sur 5, 6, 7, c'est pas si pire. Si tu es Manuel Classé et que tu as une mauvaise manche sur ou un mauvais frappeur. Un mauvais frappeur, ben, tu as une mauvaise sortie, carrément, puis on en parle, on parle encore des déboires des manuels classés en série, puis avec raison. Donc, non, c'est pas facile d'être releveur, puis les bons releveurs, là, ça casse rapidement aussi dans le baseball majeur. Donc, Romano en est un bon exemple. Puis, ce qui faisait... vas-y. Ben, juste un complément sur Romano. Ce qui faisait un bon match avec les Blue Jays, c'est que Romano est canadien, évidemment. Puis, tu sais, ça faisait qu'à Toronto, ça avait un attrait supplémentaire. Puis, pour les partisans des Blue Jays, ben, ça faisait que Romano était un favori. Mais n'empêche que tu as beau être canadien, si tu ne livres pas la marchandise, si tu es souvent blessé, ben, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Excuse-moi, Charles-Alexis. Oui, absolument, tu as bien fait. Écoute, ce que j'allais dire, c'est, Sébastien, pour ceux qui sont peut-être déçus de voir Jordan Romano partir, on sait que c'est à cause du prix et de ses blessures et tout. Il faut garder un élément en tête aussi qui est quand même intéressant et qui est très logique quand on y pense. C'était dans un texte de Ben Nicholson-Smith. Il dit, dans le baseball majeur, on savait que Jordan Romano allait probablement être libéré. Si quelqu'un le voulait à 8 millions de dollars, ben, les Blue Jays l'auraient échangé. Fait comme ça, cette équipe-là se serait assurée de l'avoir avant. Fait que si personne n'a été le prendre, c'est que personne jugeait qu'il valait ce montant-là. Fait que c'est pas juste les Blue Jays qui ont fait un mauvais call. Là. Il va signer un plus petit contrat, puis je pense qu'il peut avoir une belle année s'il va être en santé. Mais à ce prix-là, il n'y a personne qui voulait prendre ce pari-là dans le baseball majeur. Non, puis c'est un argument de plus en faveur de l'état-major des Blue Jays, qu'on critique souvent, avec raison, mais là, dans ce cas-là, ils ont vraiment pris la bonne décision. La seule chose, pour revenir à ton hypothèse d'y aller par voie de transaction, c'est que dans le surplus qu'on a à l'avant-champ, on n'a pas de Teoscar qu'on peut échanger puis avoir une valeur équivalente. Donc, ce qu'on va aller chercher en retour de, peu importe qui on va sacrifier, un Nick Clement, Spencer Horwitz, on n'aura pas... David nous le mentionne ici. Exactement, on n'aura pas cette valeur-là qu'on a eue avec Teoscar, malgré les déboires d'Eric Swanson, mais qui pourrait revenir à ses standards d'antan. Donc, ça va être difficile de construire cet enclos de releveurs-là en passant par les transactions et en passant par le marché des joueurs autonomes. On n'est pas vraiment dans une bonne situation pour reconstruire cet enclos de relève présentement à Toronto. Moi, j'ai l'impression que ce ne serait pas nécessairement un Nick Clement qui serait sacrifié. Je pense que sa meilleure valeur est à Toronto, dans le sens où s'il est capable de jouer partout, c'est pas un jeune de 22, 23 ans qui pousse non plus, qui va être là pour une couple d'années. C'est un gars qui commence à s'établir dans le baseball, il a trouvé sa niche. Clement, donc je pense pas qu'il va nécessairement être échangé. Spencer Horwitz, pour moi, serait un candidat. Puis s'il y a une équipe qui lui donne de la valeur et qui se dit j'aime ce qu'il fait, je pense que sa meilleure valeur peut être ailleurs parce que ça se peut qu'il ait connu la meilleure saison de sa carrière. Puis il n'y a pas nécessairement de fit au premier coussin. Il n'a pas été exceptionnel au deuxième but non plus. On ne veut pas le mettre DH à son âge. Donc, je pense que c'est
Je pense que si les Blue Jays veulent échanger Spencer Hurwitz puis qu'il y a quelqu'un qui leur propose un bon releveur, je pense pas qu'ils vont y réfléchir trop longtemps avant de le faire. Là. Puis en même temps, tu n'as pas le choix d'avoir un bon enclos de baseball un bon enclos de releveur dans l'ère du baseball d'aujourd'hui où les lanceurs oui. partants lancent de moins en moins de manches, se rendent en 5e manche de peine et de misère. Il faut que tu considères que tu as la 6e, la 7e, la 8e et la 9e manche. Ça, c'est quand tu ne vas pas en manche supplémentaire. Donc, l'enclos de releveur est aussi important que ta rotation de partant aujourd'hui, là, avec le nombre de manches lancées par les partants. Là. Absolument. C'est du quasi 50-50. Là. Absolument. Surtout que John Schneider, il retire aux Berrios quand il est en plein contrôle du match. Fait que ça te prend encore plus de releveurs. John Schneider, il va être encore là, je pense, au début de la prochaine Dernière nouvelle, oui. Mention honorable aussi à quand John Schneider avait décidé de faire 2 visites dans la même manche à Alex Dubois sans vouloir le retirer. Puis là, l'arbitre, une fois la 2e visite terminée, il se dit t'as comme pas le choix. Mon lanceur, puis là, shit, je me suis trompé. Puis Manoa était en maudit parce que ça allait bien. Ça en allait finir la 6e manche, s'enlignait sur le départ de qualité. Puis là, finalement, à cause d'une erreur de son gérant, il est obligé de sortir. Si tu veux prendre une marche de santé, va-t'en dans le vestiaire. Là. Oui, va par l'autre bord. Puis ce gérant-là va être encore là dans une saison qu'on nous annonce prometteuse où on va être aspirant aux grands honneurs. Là. C'est quand même quelque chose. Mais Sébastien, ils n'ont pas trouvé personne de Non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas 2 comme lui. Non, mais ça, non. Pascal, on a un commentaire ici de Matt sur YouTube qui nous demande est-ce que c'est vrai les rumeurs d'Anthony Santander avec les Blue Jays? Ce serait une bonne acquisition pour l'attaque des Jays. On sait, Pascal, que les Blue Jays sont sur le cas de plusieurs joueurs. Anthony Santander en est un. C'est un frappeur ambidextre qui joue dans le champ extérieur, qui a frappé 44 circuits cette saison. Du moins, c'est plus de 40. Je pense que c'est la 8e saison de l'histoire d'un frappeur ambidextre d'au moins 40 circuits. Je ne sais pas quel genre de contrat il va demander. Je ne sais pas si ça va être un contrat trop gros pour ce qu'il y a. Mais c'est sûr que si tu es les Blue Jays, c'est le genre de candidat envers qui tu te dois d'au moins faire tes devoirs. Là, parce que s'il est intéressé à signer à Toronto, c'est un gars qui peut dynamiser ton attaque. Puis en tant que frappeur ambidextre, peut frapper gaucher, peut frapper droitier dans un alignement qui est très, très, très droitier, là, surtout pour les joueurs vedettes. Donc, ça pourrait être une option intéressante. Il peut même jouer des matchs au premier coussin pour faire reposer Vlad à l'occasion. Là. Mais oui, c'est un frappeur puissant, c'est un frappeur ambidex. Les frappeurs ambidex, ça ne court pas les rues maintenant dans le baseball majeur. Il y en avait plus dans le temps. Il est puissant des 2 côtés. Puis c'est ce qu'on va vouloir rechercher à Toronto, des frappeurs gauchers qui sont capables de sortir la balle du stade parce qu'actuellement, les lanceurs, les équipes adverses se préparent pour affronter un alignement de frappeurs droitiers. Avec Santander, oui, dépendamment du contrat, serait une belle solution à Toronto, là, puis ça viendrait solidifier le champ extérieur également. C'est le genre de gars, je pense, qui pourrait avoir potentiellement un des pires contrats de la saison morte. C'est le genre de gars que tu pourrais dire lui, il a eu un trop gros contrat finalement là, avec la grosse saison qu'il a eu. Puis les Blue Jays, c'est une des équipes les plus propices à donner des contrats niaiseux. Fait que ça se peut que. Un bon match. Oui, c'est ça. C'est pas un fait qui est complètement impossible. Là. C'est un 24 millions par année pendant 1 ou 2 années de trop. Là. Ça se peut. Mais tu peux pas répéter l'an dernier non plus. L'an dernier, on avait mis tous nos œufs dans le même panier pour Shohei Ohtani. On s'est retrouvé avec presque rien. Cette année, on est sur les rangs pour acquérir Juan Soto. Ça risque pas d'arriver. Donc, tu dois te préparer à aller chercher des joueurs qui vont combler les besoins que tu as présentement. Là. Il faut que tu te diriges vers tes plans B et tes plans C plus rapidement que l'an passé. Oui. David qui nous mentionne que ce serait une belle option là, pour le champ extérieur. Écoute, on verra, mais c'est sûr qu'il faut qu'il ajoute au moins un, sinon 2 bâtons là, dans cet alignement-là. Là, on a vu que c'était très, très mince là, derrière Guerrero l'an passé. Sébastien, parlant de Guerrero, je ne sais pas si tu as vu John Heyman qui répète, qui l'écrit, qui le dit. Pour Guerrero, on viserait possiblement le 350 millions de dollars pour un contrat à long terme. C'est cher pour un joueur de premier but quand même. Là. Je me souviens de Jeff Passan qui disait 300 millions pour un joueur de premier but. Puis finalement, il s'était repris le lendemain en disant on m'a dit dans le milieu, attends une minute, le sous-estime pas. J'ai l'impression que plus les indices passent, plus j'ai l'impression que ça va être au-dessus du 300 que ça va se passer pour Guerrero. Là. Surtout s'il voit Soto signer pour un gros montant. Là. Je sais que la comparaison n'est pas parfaite là, dans le sens où c'est pas le même joueur. Là. Mais ça va être cher Guerrero. Là. Penses-tu que les Blue Jays veulent payer ça? Je ne sais pas, mais tantôt, tu parlais d'Ernie Clement, sa valeur est meilleure à Toronto. Mais je vais comme prendre cette analogie-là, puis je vais
sais, si la valeur de Guerrero pour les Blue Jays est élevée à Toronto, parce que c'est le visage de ta franchise, c'est avec Vladimir Guerrero Jr. que tu vas vendre d'autres produits qui vont faire que tu vas avoir des revenus. Dans un autre marché, je ne sais pas si Vladimir a cette puissance médiatique, cette puissance marketing-là, tandis qu'à Toronto, il y a le marché à lui seul. Donc, je pense que ça vaudrait la peine pour les Blue Jays d'aller jusque-là. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais c'est sûr que ça va se rendre dans ces chiffres-là. Les contrats vont en augmentant d'année en année. Puis comme tu l'as mentionné, Juan Soto va signer un contrat énorme. Blake Snell vient d'en signer un. Donc, ça va aller dans ce sens-là. S'il ne l'a pas à Toronto, il va l'avoir ailleurs. On a une question de Matt ici, je la trouve intéressante. Je veux qu'on réponde tout à cette question-là. En pourcentage, quelles sont les chances que Bo Bichette soit échangé cet hiver? Moi, je vais te dire, je ne peux pas te dire 0, je vais te dire 5. Tu sais, très, très bas. J'ai l'impression que c'est pas impossible que Bo Bichette soit échangé en 2025, mais je pense qu'il va commencer la saison à Toronto parce que on veut l'avoir pour essayer de gagner en 2025. Ceci étant dit, si la saison commence à déraper, là, à la date limite, si ça va mal et qu'à la date limite, il est disponible et que les Blue Jays décident de défaire cette équipe-là, et là, le pourcentage va être dans les 70, 80, 85, 90, parce que je m'attends à ce qu'il parte comme joueur autonome cet hiver. L'hiver prochain, excuse-moi. Je ne m'attends pas à ce qu'il reste à long terme à Toronto. Mais cet hiver, je pense que c'est un pourcentage très, très, très bas. Pascal, de ton côté? Ben, plus le contrat de Vlad Junior va être important, plus les chances de voir Bichette partir vont l'être aussi. Là, on a décidé que notre joueur de concession, c'était Vladimir Guerrero Junior. Là. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Il y a eu plusieurs débats dans le passé à savoir est-ce que c'est Bichette, est-ce que c'est Guerrero Junior. On va le voir avec la signature. Là. Puis moi, je serais prêt à lui donner 350 millions. Comme tu l'as dit, Sébastien, c'est le visage de la concession. Il est déjà là. C'est pas comme si on misait 350 millions sur un joueur qui est ailleurs. Il a fait ses preuves à Toronto. Oui, il a eu des bas, mais il a eu plus de hauts que de bas. Pour revenir à Bichette, je suis d'accord avec toi, Charles-Alexis. Il va commencer la saison parce qu'on a quand même des ambitions pour cette saison-là. De voir Bichette et Guerrero, les deux dans l'alignement pour débuter la saison. On va voir comment la saison va progresser. Moi, je dirais peut-être un 10%. Je vais voir plus élevé que toi, Charles-Alexis, pour le voir échanger cet hiver. Mais plus les mois vont avancer dans la saison, puis si les Blue Jays ne réussissent pas à répondre aux attentes, ben oui, ça va augmenter le pourcentage et il serait fort possible que Bichette soit échangé là, à la date limite là, de la prochaine saison. Sébastien? Ben là, si on joue à The Price is Right, je vais y aller avec 11%. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il va être échangé cet hiver. Si la saison ne se passe pas comme prévu, ça va être 100% au mois de juillet. Mais présentement, je ne peux pas voir un monde où tu cries haut et fort que tu vas être une équipe aspirante aux grands honneurs et que tu vas échanger ton joueur d'arrêt-court. D'autant plus que tu n'auras pas sa vraie valeur en retour. Moi, je ne crois pas que si tu échanges pour Bichette, tu vas avoir la valeur d'un Bichette pour combler d'autres besoins, peut-être dans ta formation, mais tu n'auras pas sa vraie valeur. Donc, je ne pense pas que ça soit vraiment une avenue à envisager pour les Jays en ce moment. Là. Je pense pas que les Blue Jays sont 100% fermés à l'échanger, mais je pense pas qu'on le magasine. Je pense qu'il y a là la nuance. Tu sais, quand Ross Atkins il dit Bo Bichette ne sera pas échangé, je le crois. Ceci étant dit, on va sortir un vieux classique, mais si Wayne Gretzky a été échangé, si les Blue Jays se font déposer un prix complètement fou pour Bo Bichette, qui leur permet d'améliorer la formation à court terme, à long terme en échangeant le joueur d'arrêt-court, oui, ils vont y penser, mais je ne m'attends pas à ce que cette offre-là soit déposée présentement. Donc, je pense qu'elle est là, la nuance. Ça va prendre une équipe désespérée, là. Ouais, pour vraiment payer cher après la saison que Bichette a connue. Il faut que tu crois vraiment à son potentiel pour payer un prix de fou et que les Blue Jays finalement le laissent aller. Puis un autre élément, oui, le potentiel, il est là. C'est un frappeur régulier quand il est en santé, mais il n'a pas été souvent en santé l'année passée. Puis ça, ben, je veux dire, ça hypothèque sa valeur, veut pas aussi. Nous. C'est vrai, absolument. David qui nous mentionne on n'affecte pas la valeur de Bo Bichette en le gardant jusqu'à la date limite des transactions, qui nous demande on va avoir des suspects, comme dirait Roger Brulotte. C'est sûr que si tu l'échanges à la date limite,
tu repousses le besoin jusque-là, mais comme Sébastien l'a dit, en ce moment, il n'y a pas une grosse valeur en raison des blessures, comme l'a mentionné justement Pascal aussi. Ça fait en sorte qu'en ce moment, sa valeur n'est pas énorme. Puis, tu sais, si on avait parlé de date limite 2024 versus 2025, je te dis, il y a des séries de plus. Là, que tu l'échanges maintenant ou à la date limite, c'est quand même juste une fois en série, puis c'est en 2025. Donc, je ne pense pas que tu affectes la valeur nécessairement de Beau Bichette. Je ne pense pas qu'il peut la faire descendre plus que ça. Et si oui, ben écoute, ça ne ramènera vraiment pas grand-chose rendu là. Donc, non, je pense pas que. Je pense que c'est un bon risque là, qui est calculé de la part des Blue Jays. Puis surtout, leur priorité, c'est d'essayer de gagner. Fait que dans cette optique-là, échanger un de tes bons joueurs, c'est pas nécessairement l'avenue à prendre. Mais moi, messieurs, là, je croise les informations qu'on véhicule depuis le début. Là. On parle que les Blue Jays, Romano, c'est un peu terminé. On veut reconstruire l'enclos. On a la même rotation de partant ou presque. On cherche à signer Guerrero à long terme. On parle de Santander. Puis on dit en même temps, ils sont aspirants aux grands honneurs. Moi, c'est ce bout-là que je comprends plus ou moins. Tu es dans la même division que les Yankees, c'est dans la même division que les Orioles, tu es dans la même division que les Red Sox qui commencent à être dangereusement intéressants. Oui. Tu as eu une saison ordinaire, puis là, tu te poses toutes ces questions-là, puis tu te dis, en même temps, on est aspirant. Oui, c'est beau l'espoir, l'espoir fait vivre, mais à un moment donné, il faut être quand même réaliste. Là. Ça fait 4 mois qu'on ne le comprend pas, ça. Oui, c'est ça. Et moi, je viens d'allumer à soir. Ouais, c'est la grande question du côté de Toronto, très clairement. Jusqu'à quel point c'est vraiment une bonne équipe. C'est pour ça que c'est vraiment pas impossible qu'ultimement Bichette soit échangé à la date limite parce que j'ai de la misère à voir le potentiel de cette équipe-là. En même temps, on est peut-être à 2-3 mouvements de personnel, des gros mouvements de personnel, de se dire « Oh, ça commence à être intéressant, mais il faudrait que ce soit des gros mouvements. » Le potentiel et l'identité. Oui, exact. Ouais. Mais Steve Phillips disait les Jays vont être. Peu importe ce qui va se passer, ça va être intéressant à suivre parce que soit qu'ils vont se construire une équipe gagnante ou soit qu'il ne se passera rien ou presque puis ça va être la catastrophe au Canada. Fait que, ou soit qu'ils vont se déconstruire une équipe gagnante. Ah, ça c'est très possible aussi. Question intéressante, Pascal, je te la soumets. Est-ce que Vlad va attendre la signature de Pete Alonso pour négocier sa valeur au premier but? Tu sais, Pete Alonso, c'est un joueur qui est plus vieux quand même. Fait que c'est sûr que si tout va bien, Pete Alonso a beaucoup moins que Guerrero. Mais c'est sûr que tu jettes des balises quand même en termes de montant par année ou quelque chose comme ça. Ben oui, possiblement, parce que au jeu des comparaisons, on compare souvent les positions. Là. Puis on vient de le dire, est-ce que 350 millions ou 300 millions pour un joueur de premier but, c'est exagéré? Moi, je regarde surtout l'athlète, je regarde moins la position parce que c'est le joueur MVP de la dernière série mondiale, il joue à quelle position? Il joue au premier but, puis il s'appelle Freddie Freeman. C'est un joueur de premier but peut avoir autant d'impact qu'un voltigeur ou qu'un joueur de troisième but ou d'arrêt court. Mais c'est sûr que, dépendamment qui signe en premier, là, si c'est Guerrero ou si c'est Alonso, ben, ça va influencer le contrat de l'autre, veut pas. Mais pour moi, ils ne sont pas nécessairement dans la même catégorie, vous comprenez. Alonso n'a pas la valeur de Guerrero Junior. Là. Non, on s'entend là-dessus. Puis oui, il va attendre après Alonso, mais il va attendre jusqu'au bout. Je ne vois pas une avenue où Guerrero va signer avec les Blue Jays cette année. Il est à 1 an de son autonomie complète. Oui. Il vient de connaître une fin de saison exceptionnelle. C'est sûr qu'il pourrait peut-être gager le risque de blessure puis de connaître une mauvaise saison. Mais imaginez s'il met les mêmes chiffres que en deuxième moitié de saison. Il va signer un contrat incroyable. Fait que, je ne le vois pas. Il a tout intérêt à attendre, effectivement. Exact. Moi, le seul contre-argument que je vais te dire, je suis d'accord avec toi. Le seul contre-argument que je vais te dire, c'est que j'ai été excessivement étonné d'apprendre que Juan Soto, qui voulait se rendre à l'autonomie, d'entendre Scott Boras il y a quelques semaines dire qu'il était très proche d'une entente avec les Padres de San Diego l'hiver dernier, donc à 1 an de l'autonomie. C'est le décès, évidemment, du propriétaire Peter Seidler qui a fait tout dérober ça, mais sinon, il l'a dit, il aurait réussi à l'avoir. Fait que la réponse à ça, c'est que tout le monde a son prix. Fait que si Rogers met un chèque mirobolant sur la table de Vlad, il va signer. Sinon, il va devenir joueur autonome. Pas impossible qu'il revienne, mais il va devenir joueur autonome. Puis rendu là, tu ne parles pas juste à une équipe, tu parles à 30. Pascal, il y a David qui a un message pour toi ici sur ton commentaire sur le fait qu'on ne pense pas que ça va être une grande équipe. Il dit qu'à Toronto, on n'a pas de vrai receveur numéro 1, pas de relève, pas 3 joueurs de champ extérieur, pas de joueur de deuxième but, pas de joueur de troisième but.
Pas mal ça. C'est le CH du baseball, finalement. Sont-ils dans le mix? Oui, ouais, dans le mix pour le premier choix. Il ne l'était pas l'année passée. Non. Effectivement, je pense que c'est de la redite. Là. Il n'y a pas de joueur clairement établi à part Bichette et Guerrero Junior. Springer, c'est un vétéran. Est-ce que ses meilleures années sont derrière lui? On a des bons lanceurs partants, honnêtement. Là. On a eu une des bonnes rotations du baseball majeur. Ce n'est pas des genoux, ceci étant dit. Ce n'est pas des jeunes, ce n'est pas des gars qui sont en début de carrière. Pas souvent blessés. Il lance quand même beaucoup de manches. Fait que, le filon actuellement à Toronto, c'est les lanceurs partants, Guerrero et Bichette. Là. Absolument. C'est vraiment là-dessus qu'on mise. Là. On s'entend là-dessus. Sébastien, on a un commentaire ici de David, justement, qui nous parlait de la relève un petit peu plus tôt, là, que je n'avais pas eu le temps de présenter. Il dit, on a quoi en relève? Rien. Il y a Ariel Rodriguez en relève en 2025. Moi, je pense que c'est ça le but. Je pense que le but, c'est d'aller chercher un partant pour pousser Rodriguez en relève parce qu'il n'a pas été étincelant comme partant. Tu limites sa charge de travail. Je pense qu'il a le potentiel d'être un très, très bon releveur. Donc, tu pluguerais un trou là, t'assurerais de la profondeur parce que c'est un gars que tu peux ramener dans la rotation au besoin une fois de temps en temps, qui peut être une espèce de swing guy là, qui fait un reload. Puis surtout, tu aurais un meilleur lanceur partant que Ariel Rodriguez, là, qui, écoute, as-tu gagné un match dans les 4 derniers mois de la saison? Peut-être un ici et là, mais je me souviens d'un moment donné avoir fait un texte de ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné une game. Là. Ouais, il faut que ça soit ça le plan parce que tu ne pourras pas reconstruire ton enclos de relève à partir de zéro. Puis si je ne me trompe pas, par le passé, Rodriguez a déjà été un closer. Donc, je ne dis pas qu'il peut répéter ça dans le baseball majeur, mais au moins, il y a de l'expérience dans ce rôle-là. Tu peux le placer dans un rôle avec moins de responsabilité si tu vas chercher quelqu'un qui est capable de prendre cette pression-là puis de faire le travail. Pour moi, Chad Green n'est pas la solution non plus. Il doit faire partie du mix, comme on en a parlé, mais ce n'est pas la solution. Donc, oui, il faut que Rodriguez se retrouve dans l'enclos avec la possibilité d'aller dans la rotation partante parce qu'on le sait à chaque année, on a des blessés. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as un Rodriguez, que tu as un Chad Green, que ton enclos de relève est solide. Loin de là, ça va prendre beaucoup plus que ça pour avoir un bon enclos. Puis encore là, on parle de blessures dans la rotation, mais il y a des blessures dans l'enclos aussi. Puis présentement, s'il arrive une blessure à un de nos releveurs, c'est terminé. Là. Ouais, tu es dans le troupe, tu deviens comme les Blue Jays de 2024. Là. Si tu avais ajouté Romano, ça aurait fait une différence, mais quand tu es à un gars de voir tout s'écrouler, c'est que tu ne tenais pas grand-chose. Pascal, il y a Matt ici qui nous a posé une question. Avez-vous vu la rumeur d'échange sur X de Vladimir Guerrero Jr. avec les Cubs? Quelles sont les chances que ça arrive? J'ai fouillé, parce que j'ai vu ton commentaire sur les côtés, j'ai fouillé pour la retrouver exactement pendant que les gars parlaient, et je l'ai retrouvée. C'est pas une rumeur de transaction en tant que telle, c'est une suggestion de MLB Network de Anthony Castrovins. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de la part d'un intervenant crédible là, une suggestion aussi ridicule mais que on ça. se les partageait entre nous. On se les partageait, c'est vrai. C'est vrai. Vladimir Guerrero Jr. et Kevin Gausman qui prendraient le chemin de Chicago. Là, question de juste vider le club au complet. Et là, en retour, tu acquiers le très convoité contrat de Cody Bellinger dont personne ne veut. Et tu vas chercher Michael Busch et Cade Orton. Cade Orton qui est le 3e espoir des Cubs. Ça rentre, on parlait de Roger tantôt et de ses suspects, ça rentre dans la catégorie des suspects. Il n'y a pas d'espoir top 10 là-dedans dans le baseball majeur. Fait qu'en gros, Pascal, tu dis, ben écoute, on va enlever notre partant le plus fiable des 3 dernières années ou à peu près, bye-bye. On enlève la vedette, bye-bye. Puis en retour, ben on va chercher un mauvais contrat puis 2 jeunes. Ouais, je sais pas je sais pas ça vient d'où. Je sais pas comment il a pensé à ça puis qu'il s'est dit moi je rentre en monde avec ça. C'est un mauvais rêve qui se compare à un cauchemar. Puis dans ce temps-là, tu le partages pas. Tu y penses le matin en prenant ton café puis tu dis c'est juste un mauvais rêve. Mais moi, j'ajoutais à ça, Charles-Alexis, souvenez-vous, j'ajoutais ajoutons Bassett ou Berrios, question de bien équilibrer la transaction. Tant qu'à vider ton club, vide-le comme il faut. Puis Bellinger, tout le monde en veut depuis plusieurs années. Là. Mais c'est d'un ridicule consommé. Là. Puis il vaut mieux en rire. Là. Mais écoute, quand tu n'as rien à écrire, ben écris rien. Mais ça ne fait aucun sens sur le terrain. Ça ne fait aucun sens financièrement non plus. C'est pour ça que je vous ai répondu. Ça va, la maladie mentale? C'est quoi cette proposition-là? Au PlayStation, ça ne passe pas. Là.
Non. Ça non, passera pas. T'es barré, puis il bloque ta manette. Là. C'est ça. Fait que, oui, je pense que ça répond à ta question, Matt. On trouve ça très, très crédible, disons-le comme ça. C'est une suggestion qui m'a bien fait rire. Mais tu sais, tu te débarrasses de Vladimir, tu donnes 350 millions à Bellinger, puis tu règles la situation. Ouais. Moi, l'investissement, je le fais, mais je le fais pas. Je construis un mur au lieu de construire la fondation. Là. Mais le pire, c'est que les Blue Jays pourraient se dire c'est de la polyvalence défensive parce que Cody Bellinger peut jouer au premier, mais il peut jouer dans le champ aussi. As-tu déjà vu Guerrero jouer dans le champ? Ben non. Moi, je pense que je vais réinventer le baseball en allant chercher un moins bon joueur, mais qu'on peut déplacer sur le terrain. Tout à fait. Yes! Là, si tu continues, Charles, je m'en vais. Là. OK. Ben écoute, on est justement arrivé à la fin des questions sur les Blue Jays là, qu'on a ici. Fait que, regarde, passons. On voulait parler de Blake Snell tantôt. Allons-y. Merci à tout le monde en passant qui nous écoute en direct comme ça et qui nous permettent de nous amuser là, chaque semaine. Là, je ne sais pas pour vous les gars, là, mais moi c'est un peu... Ça permet là, justement de jaser entre passionnés de baseball comme ça avec les auditeurs qui nous envoient des commentaires. On est beaucoup en direct présentement. Il y a beaucoup de commentaires qui sont rentrés. Donc, c'est dynamique, c'est le fun. Puis merci de participer à ça. Là. Puis, c'est toujours un plaisir de vous jaser. C'est ça qui alimente, parce que juste parler avec toi, là, on s'entend que c'est pas extraordinaire. C'est ça. À un moment donné, c'est pour ça qu'il fallait rentrer le live. Là. C'est ça. Faut diluer l'attention. Grosse nouvelle de la semaine, Pascal. Blake Snell qui s'entend avec les Dodgers. Moi, je suis un couche-tôt dans la vie. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait le saut quand même. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que sa fin de saison soit si convaincante que ça parce que, tu sais, il avait signé un plus petit contrat, c'est correct. Après ça, tu te dis, il va être capable de signer à long terme, mais jusqu'à quel point il connaît une première moitié de saison catastrophique. Et visiblement, Pascal, Scott Boras, il a réussi à dire aux Dodgers, écoute, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, c'est juste ça. Les Dodgers ont fait, ben nous voilà convaincus. 182, tac! 52 millions de dollars demain matin là, dans ton compte de banque en boni à la signature. Tac! Viens t'en signer pour nous autres avec 5 ans. Belle signature, là, je ne la critique pas, mais 182! Oui. Ben, le compte de banque des Dodgers, il est inépuisable. Là. Ça, on le sait. Puis en plus, c'est pas comme si les Dodgers ne l'avaient pas vu lancer. Il l'a lancé dans la même division qu'eux. Là. Il était à San Francisco. Donc, ils ont vu son mauvais début de saison autant qu'ils ont vu sa bonne fin de saison. Snell, comme c'est parti-là, c'est comme le mercenaire des années modernes. Ben oui. Il se promène, il va décrocher des contrats à droite et à gauche. Il s'est servi des Giants, mais en même temps, les Giants ont tellement mal navigué dans ce dossier-là que heureusement que Buster Posey prend de plus en plus de place dans cette organisation-là parce que ça va éviter peut-être de revivre le cas de Blake Snell. Mais tant mieux pour Blake Snell qui va devenir encore plus riche. Tant mieux pour les Dodgers qui ajoutent un bon lanceur gaucher à leur rotation de feu en passant. Ils pourraient avoir 2 rotations différentes puis remporter plusieurs parties. Mais pas surprenant. Surprenant que ce soit peut-être le premier joueur d'importance à signer. Mais de le voir débarquer à Los Angeles, ben écoute, il n'y a aucune surprise là. Bon contrat pour lui. Bon contrat pour les Dodgers aussi au final. Là. Ça fait qu'on s'assure d'avoir un bon lanceur pour les prochaines saisons. Puis j'espère qu'il va arrêter de se promener un petit peu. Là. Ça va être le temps qu'il dépose ses valises. Là. Ben là, un contrat de 5 ans, il n'y a pas d'option de sortie, il n'y aura pas bien le choix. Là. Il est pris à Los Angeles. Je pense pas qu'il est malheureux de ça. Mais non. Je pense que là, il est à Los Angeles pour rester. David qui le mentionne ici, les Jays n'étaient pas dans la course. Je pense qu'ils l'étaient. Il y a eu des rumeurs comme quoi que les Blue Jays ont parlé à Blake Snell. Ça n'a pas tenu à grand-chose parce que si les Blue Jays ont 182 millions de dollars à mettre, ce ne sera pas sur un lanceur partant. Mais, je pense qu'il avait pris un avion. Là. Je ne suis pas certain. Mais... il a été vu dans un aéroport en quelque part. Il y a une question de Matt ici. Matt qui nous a demandé tantôt pourquoi Blake Snell avec les Dodgers, je ne vois pas sa fit. Si la signature de Snell annonce le départ de Teoscar, c'est une erreur pour moi. Sébastien, ça n'annonce pas le départ de Teoscar parce que les Dodgers sont capables de marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Ils sont capables de signer un lanceur partant puis un voltigeur.
Ça l'a même pas annoncé qu'ils se sont sortis du derby, Juan Soto. Fait que je pense Ouais, pas que ça annonce le départ de Teoscar. Ils se sont achetés un paquet de gomme pour continuer de marcher. Là. Oui, c'est Ouais, ça. Il y en c'est avait besoin parce que il y avait plus de gomme, il n'y a plus rien à Los Angeles. Là, Mhm. c'est un club vidé. Mais non, je pense quand même que cette signature-là fait du sens, malgré que Blake Snell va pas loin dans les matchs. Mais dans l'optique où on veut avoir une rotation à 6 lanceurs. On les a déjà, nos 6 lanceurs, on en a plus encore, puis on ne parle pas de Rocky Sasaki encore. Donc, tu sais, on a en masse de bras, on va en avoir besoin, on en a eu la preuve cette année, ça a failli nous couler. Le nombre de blessés dans la rotation, si ce n'est pas de ça, tu sais, on a encore une meilleure rotation. C'est sûr qu'on se rend jusqu'au bout comme on l'a fait, mais on aurait pu se faire sortir par les Padres de San Diego en première ronde. Je pense qu'on ne veut pas revivre ce scénario-là. On remplit cette rotation partante, on va en envoyer dans la relève. Donc, pour moi, ça fait du sens. Peut-être pas à ce prix-là, mais pour les Dodgers, ça fait aucune différence. Et si on ne signe pas Juan Soto, j'ai vraiment l'impression que Teoscar va être de retour avec les Dodgers. Ouais, il veut revenir, puis je pense que tout le monde à Los Angeles veut le voir revenir. Là, à moins qu'il soit excessivement, j'allais dire à moins qu'il soit excessivement gourmand. Non, les Dodgers sont. Ça ne change rien. C'est pas Oscar qui va prendre la place dans le temps extérieur, ce qui n'est pas une mauvaise position à avoir. Là, puis dans les rumeurs, on parle de Teoscar à Boston, mais il me semble que ça fait moins de sens que de le voir rester à Los Angeles. Dans ma vision des choses, là, je vois mal Teoscar dans l'uniforme des Red Sox. Là. Ça va être la deuxième option, ça ne sera pas la première, c'est sûr. Non. L'an passé, c'était probablement sa première. Les Red Sox n'ont pas été prêts à mettre le prix. Ceci étant dit, là, c'est plus, il y a tellement eu de fun à Los Angeles que s'il peut revenir là, on le comprend. Un joueur qui a gagné la Série mondiale avec les Dodgers, si les Dodgers le veulent, ben, tu dis oui, s'il te plaît, puis tu vas chercher ton chèque, puis ça finit là. Puis le chèque va être gros. Ouais, le chèque va être gros. On parlait des Blue Jays tantôt avec Snell. Denis qui nous mentionne les Jays sont toujours dans la course, mais ne ramassent jamais personne. C'est pas mal ça. Ben, je pense que dans le cas de Snell, ils sont probablement allés moins loin dans le processus que pour certains autres. Il l'était au départ. Vers la fin, on entendait beaucoup les Yankees, mais je ne pense pas que ce soit rendu si loin que ça. Mais pour certains joueurs, dont Santander, dont Ohtani l'an dernier, je pense qu'ils se rendent vraiment plus loin. Puis là, ben, c'est le joueur qui décide au final. Là. Mais puis tu as toujours besoin de bons bras. Là. On en a la preuve avec les Dodgers qui ont eu plusieurs blessés l'an passé. Puis ils ne sont pas à l'abri de blessures. T'sais, un lanceur comme May qui lance excessivement fort, lui, il met son coude à contribution là, à chaque lancer. Ça fait que ça peut arriver qu'il se blesse encore. Gonzalez, c'est la même chose. Mais j'allais dire, les Blue Jays ont déjà une bonne rotation. Oui, d'avoir ajouté Blake Snell, c'était un plus. Là, mais leur investissement doit être fait ailleurs. Là. C'est sûr qu'ils ont besoin de joueurs sur le terrain. Là. Absolument. Si tu as des partants qui font le travail, mais que ta relève, ça botte la plupart des départs, ça ne change absolument rien. Puis tu as donné 180 millions à un de tes partants, donc tu n'es pas plus avancé. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres lacunes à adresser à Toronto avant la rotation partante, surtout à ce prix-là. Mais Sébastien, tu disais, Snell ne lance pas longtemps dans les matchs. Je pense qu'il est resté marqué psychologiquement de ses séries 2020 avec les Rays. Là. On salue Kevin Cash au passage. Quand il a lancé son match en point ni coup sûr, c'était la première fois de sa vie qu'il se rendait en 9e manche. C'est fou, hein? C'est quelque chose, là. Il y a des manches de lancer dans le baseball majeur. Là. Pas tant que ça, mais. Pas tant que ça pour les raisons qu'on vient de se dire. Mais il y a plusieurs départs, c'est ce que j'aurais dû dire. Ah, voilà. Ça, c'est bon. On parlait de Los Angeles tantôt. Il y a Denis qui nous mentionne ici, j'espère que Soto ne reviendra pas à LA. Puis c'est un thème qui est récurrent là, que je vois dans les commentaires ici. Là, on a un commentaire de David qui nous disait c'est là que les Dodgers et les Yankees font mal au baseball, les Scott Boras de ce monde qui détruisent le sport. On en a un ici de Matt qui nous dit comment les Dodgers peuvent mettre l'argent de côté avec de nombreux contrats sans que leur vrai salaire soit vraiment sur le plafond. Tout ce débat-là de l'argent reporté qui fait énormément jaser, c'est surtout les Dodgers qui décident d'en profiter. Il y a d'autres équipes un petit peu plus riches aussi qui en profitent. Là, c'est rare que c'est les équipes plus pauvres qui repoussent dans le futur. Toi, Pascal, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu vois un écart qui s'accentue un petit peu trop dans le baseball majeur? Écoute, ça fait des décennies. Hein? Ça fait des décennies que, je veux dire, la parité du baseball majeur se passe entre les Yankees puis les Dodgers, puis les autres paient un peu la note de ça. Ces deux équipes-là, tu sais,
se paient la traite, autrement dit, pour attirer des gros joueurs, des gros noms, sont en rivalité. On l'a vu cette année. Puis le fait que les Yankees et les Dodgers se soient affrontés à la Série mondiale, ben ça fait dire à ces équipes-là, continuons. On a la bonne recette, on est capable d'attirer des joueurs, on est capable de gagner des championnats avec le portefeuille. Ça fait dire aux Je pense qu'on a perdu Pascal l'instant d'un moment. Sébastien, est-ce que tu l'entends, toi, Pascal? Non, je pense qu'on l'a perdu. OK. Ben écoute, on va continuer. Puis Pascal, je ne sais pas si tu nous entends ou peut-être te déconnecter, te reconnecter si ça fonctionnera. On reprendra un petit peu plus tard avec Pascal là, si ça s'y prête. Sébastien, je te pose la même question. Comment tu vois ça, toi, cette disparité-là entre les Dodgers et les Yankees? Mais c'est sûr qu'on parle souvent des Dodgers et Yankees, mais il ne faut pas oublier les Mets qui avaient la plus grosse masse salariale, une plus grosse masse salariale que les Yankees l'an dernier. Ça va être encore le cas cette année. Donc, il y a d'autres formations, les Phillies de Philadelphie. Les Blue Jays avaient la 7e plus grosse masse salariale. Puis on comprend qu'ils ont le marché du Canada, mais ce n'est pas le plus gros marché du baseball majeur non plus. Donc, je ne crois pas. Là, on est en train de jaser de ça. Pour moi, ça n'arrivera pas, un plafond salarial dans le baseball majeur. Puis je ne crois pas non plus que ça soit nécessairement la solution. Je pense qu'on peut mettre d'autres mesures qui vont changer la donne, comme justement le fait de reporter de l'argent. Pour moi, il devrait avoir une limite. Je ne dis pas de l'interdire nécessairement. Ça pourrait être le cas aussi, mais il faut mettre une limite. Il faudrait peut-être diminuer le seuil de la taxe de luxe, augmenter la pénalité également pour faire réfléchir les gros marchés. Mais de là à mettre un plafond pour favoriser encore une fois les petits marchés. On prend l'exemple des Rays de Tampa Bay qui dépensent à peine 30% en payroll des revenus qu'ils engrangent, dont une grande partie vient du partage des revenus. Mais si on enlève le partage des revenus et qu'ils dépensent encore 30% des revenus qu'ils vont engranger, on va avoir une masse salariale de quoi? 15, 17 millions? Tu sais, le spectacle qui va se retrouver, qui va se répercuter sur le terrain, ça va être catastrophique. Puis c'est dans ce cas-là que les petits marchés vont mourir. Présentement, pour moi, il n'y a pas vraiment de danger que les petits marchés meurent parce qu'avec le partage des revenus, on est capable d'avoir assez de revenus justement pour survivre. Donc, je n'ai pas l'impression que ça soit nécessairement la solution à long terme, puis je ne crois pas que ça va arriver non plus. On a Pascal, je pense, qui est de retour. Nous entends-tu bien, Pascal? Oui, les joies du direct et de l'Internet. Voilà. Je me demandais si c'était pas encore la panne d'électricité dans la Malbaie là, qui s'installait. J'ai cru un moment que c'était ça, mais c'est juste une panne d'Internet momentanée, désolé. En fait, si je peux poursuivre, puis je sais que vous avez dû faire du chemin là-dessus, si je peux poursuivre, le fait que les Yankees et les Dodgers se soient affrontés en Série mondiale, que les Dodgers l'aient emporté, peu importe, ça aurait été les Yankees, ça aurait été la même chose, ben ça leur donne raison. Ça leur donne raison de continuer d'investir des millions, voire des milliards pour avoir des équipes gagnantes. Par contre, ce qui vient un peu mettre un baume là-dessus, c'est qu'il y a des marchés comme Kansas City, il y a des marchés comme Cleveland qui ont bien performé au cours des dernières séries. Détroit, qui est quand même une grosse ville, mais pas considéré nécessairement comme un gros marché comparativement aux autres, qui a eu une bonne saison, qui a performé en série. Ça nous amène à dire qu'il y a quand même de l'espoir pour ces marchés-là. Il y a quand même de l'espoir pour ces équipes-là de bien performer en série, de tirer leur épingle du jeu malgré les Dodgers et les Yankees. Puis, il y a des joueurs, il y a des marchés peut-être de calibre intermédiaire, comme San Diego. Puis moi, je placerais même les Blue Jays là-dedans. Là. Oui, ils ont de l'argent. Le groupe Rogers a de l'argent, mais ce n'est pas comparable avec les Dodgers et les Yankees. Donc, le fait que ces deux équipes-là, je me répète, se soient rencontrées en Série mondiale, ben, ça va leur donner encore de l'essence pour les prochaines années pour poursuivre encore ce modèle-là et attirer encore plus de joueurs parce que tu veux jouer pour une équipe gagnante. Fait que c'est l'attrait que les Dodgers et les Yankees apportent. Là. Absolument. Puis, on ne reprochera pas à des équipes de dépenser. Là, Sébastien, comme tu l'as dit, il y a tellement d'équipes qui s'assoient sur leur argent et qui ne dépensent pas les revenus, justement, qui sont possiblement engrangés par le partage des revenus en plus. Là, les Yankees qui payent les Rays là, dans leur division pour qu'ils s'assoient sur cet argent-là, je ne suis pas sûr qu'ils la trouvent nécessairement drôle. Là. Écoute, non,
si on amène un plafond salarial, il va y avoir un conflit de travail. Là. Il n'y a pas un Ouais. joueur qui va accepter de perdre Ben des non. revenus pour satisfaire des propriétaires qui ne veulent pas dépenser leur argent. Là. Ben non, Ça ben non, n'arrivera pas. c'est impossible. Là. Ils se sont battus trop longtemps pour ne pas l'avoir Ouais, pour flancher à ce point-ci. Là. ouais. Surtout à un moment où les salaires commencent à monter en fou comme ça. Là. Ouais. Tu sais, peut-être que justement, tu sais, on parlait de restreindre à un certain point le nombre d'argent différé dans le futur. Peut-être que ça pourrait être une option. Tu sais, moi, je ne pense pas qu'il faut mettre un cap nécessairement sur cet argent-là, mais peut-être dire tu n'as pas le droit de différer 97% de ton salaire. Tu sais, je sais que c'est quand même juste une exception, mais tu sais, peut-être qu'il pourrait avoir une limite à 50%. Peut-être que tu pourrais avoir des pénalités en termes de choix au repêchage ou des trucs comme ça. Tu sais, un peu le même principe que, tu sais, il n'y a pas de plafond salarial, mais si tu dépasses certains seuils, ben là, tu perds des choix, tu perds des bonus internationaux, tu perds des avantages ici et là, les pénalités sont plus élevées en argent. Tu sais, peut-être qu'à un certain point, ça pourra devenir ça, mais je n'ai pas l'impression que ça va passer par un plafond salarial. Ça, il en faut plus de mesures qui vont restreindre les gros marchés. Ça, il faut le faire parce que présentement, les gros marchés, on parle de gros marchés, mais on dirait que là, il y a juste les Dodgers qui en profitent. Quand tu es capable de reporter 900 millions de dollars, je ne pense pas que ça soit fair vraiment pour les autres clubs. Je comprends que les autres peuvent le faire, mais à un certain moment, il faut que tu mettes une limite justement pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais c'est ça qui est un peu fou, c'est le report d'argent. Je veux dire, tu joues avec les règles, puis si tu donnes cet argent-là au joueur, puis le joueur le prend tout de suite, puis l'étale sur le nombre d'années de son contrat, ben cet argent-là, tu ne l'as pas nécessairement pour donner à d'autres joueurs dans l'immédiat. Fait que c'est ça qui vient fausser la donne, puis c'est ça qui fait que c'est un peu biaisé pour les autres marchés. Puis je ne parle pas des équipes, comme tu le dis, Charles-Alexis, qui s'assoient sur leur pactole, là, mais les équipes qui essaient au moins de faire des efforts là, pour s'en sortir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'à la prochaine convention collective, ça va faire jaser en masse. Mais pour le moment, ce sont les règles qui sont en place. Puis écoute, comme je l'ai dit, moi, je ne veux pas lancer la première pierre aux équipes qui acceptent de dépenser leur argent pour donner un show. Mais c'est sûr qu'il y a des questions quand même à se poser là, à ce niveau-là. Juste pour finir, pour revenir sur les Blue Jays, là, les Blue Jays, il faut leur donner, ils dépensent de l'argent, mais une entreprise qui est construite de la façon dont Rogers l'est, ils ne peuvent pas reporter du salaire comme les Dodgers l'ont fait. C'est impossible. Ils ne peuvent juste pas faire ça. Ça ne marche pas dans la construction de l'entreprise. Donc, ça désavantage certains clubs à certains niveaux aussi. Là. C'est vrai, c'est un bon point. C'est pas tout le monde qui a les mêmes propriétaires. C'est sûr que s'il y en a un autre qui pourrait le faire, mettons, c'est Steve Cohen, parce que lui, ça ne dérange pas. En fait, je dis ça même pas. Ça ne dérange pas de le payer maintenant. Il s'en fout, Steve Cohen. Ouais, c'est ça, lui, il va payer ça. En plus. Steve Cohen, il va vouloir le donner le jour 1. C'est fini. Il paye ce cash, lui, je pense. C'est des valises d'argent qu'il amène. Exact. On dit qu'on ne reprochera pas à certaines équipes de mettre de l'argent sur la table. Bravo aux Angels qui sont proactifs depuis le début de la saison morte. Ils ont été chercher plusieurs joueurs. Sébastien contrat de Yusei Kikuchi, 3 ans, 63 millions de dollars. Bravo à eux d'avoir ciblé une lacune et de se dire on va mettre de l'argent pour l'améliorer. Ça fait longtemps que je crie qu'ils doivent faire ça. Mais 2, ça demeure un mauvais contrat pareil. Puis je pense qu'ils devaient le faire, mais 21 millions de dollars par année pendant 3 ans pour Yusei Kikuchi, même si c'était la chose à faire, c'est juste trop d'argent. Tu as vraiment dit 2 fois bravo aux Angels dans ta phrase, c'est extraordinaire. Ouais, mais toi, tu as dit bravo à la direction des Blue Jays tantôt. C'est un podcast de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu voulais ramener les choses à égalité. Moi, est-ce que je vais pouvoir placer bravo les White Sox à un moment donné? Non, ça n'arrivera pas. OK, non, c'est bon. Fais pas ça. Mais oui, bravo aux Angels au point de vue stratégique, au point de vue besoin sur le terrain. Mais encore une fois, on a dû surpayer parce qu'il n'y a pas un chat qui va aller jouer là dans les conditions actuelles de cette équipe-là. On a scrappé ce club qui avait Mike Trout, qui avait Shohei Ohtani, qui avait Anthony Rendon. Il ne reste plus rien de tout ça ou presque. Là, on s'entend que Trout est encore là, mais dans quel état, on ne le sait pas. Rendon est encore là dans aucun état. De corps. Oui, de corps, exactement. N'est pas là d'esprit. Mais il n'y a personne qui veut aller là volontairement sans avoir un avantage pécunier ou autre. Et dans le cas de Kikuchi, c'est un avantage financier. C'est ça qui lui a fait prendre sa décision. C'est la seule raison pourquoi Kikuchi est allé lancer là. Lui, il n'espère pas gagner un championnat dans les 3 prochaines années. Là. Mais c'est ça. Moi, ma pensée, quand j'ai vu les joueurs signés pour les Angels au cours des derniers jours, je m'imaginais ces joueurs-là dire « Yes!
Je viens de signer un contrat avec les Angels, puis j'avais de la misère à l'imaginer. C'est vraiment de la business rendu là. Chris Bryant au Colorado. C'est un peu la même chose. Tu peux pas aller là pour gagner, tu vas là parce que tu veux de l'argent. Exact. C'est correct, tu as le droit de le faire. Oui, ceci étant dit, il faut que je te corrige, Sébastien. Tu dis qu'il ne gagnera pas de série mondiale pour les 3 prochaines années. Moi, je vais te dire pour la prochaine année, parce que c'est pas impossible qu'à 1 an et demi de la fin de son contrat, il soit échangé. C'est très possible. Très bon point. Il gagne ailleurs. Ce serait le meilleur des deux mondes. Il y a cet argent-là pour une bonne équipe, même si c'est les Angels qui en payent la moitié, peu importe. Il est sauté, lui. Fait que, et pour être rééchangé aux Blue Jays parce qu'ils vont être aspirants. Là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Okay. Ils vont... quand même, il faut le noter aussi, Pascal. Yusei Kikuchi, on l'a dit, c'est un trop gros contrat, mais c'est bon, c'est tant mieux pour le joueur. Son agent, c'est Scott Boras. Blake Snell, c'est un trop gros contrat, bravo pour le joueur. Son agent, c'est Scott Boras. Fait que, il n'a pas encore signé Soto et il y a déjà 2 W qu'il peut ajouter à son portfolio de l'hiver 2024-2025, ce qui est probablement 2 de plus que l'autre hiver, là, tu me diras. Il améliore son portrait, c'est sûr. Là. Puis lui, de l'argent, il en a. Là. Je pense qu'il serait capable de s'offrir un joueur autonome à lui seul. Là. Ouais. Il serait capable de payer possiblement Juan Soto pour les prochaines saisons. Mais oui, deux bons contrats pour lui, 2 bons contrats de signer qu'il peut mettre derrière lui, se concentrer sur les prochains. Puis possiblement que l'un des prochains, justement, ça va être Juan Soto. Probablement. C'est ce qu'il attend. Moi, je pense que d'avoir un gros joueur comme Blake Snell qui a signé avant Soto, je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Les autres, le marché va débouler une fois que Juan Soto aura signé. Oui. Pascal, on veut profiter de ta présence pour parler un petit peu de Nolan Arenado. Nolan Arenado, les Cards ont eu la fausse bonne idée de songer à peut-être le déplacer au premier coussin pour créer de la polyvalence. Je riais tantôt puis je pensais même pas à ça. En disant, un Cody Bellinger peut aller jouer au champ centre, peut jouer dans la gauche, peut jouer dans la droite, peut jouer au premier, peut jouer DH, peut jouer à 5 positions sur 10. Mais Nolan Arenado n'a pas le bâton pour jouer au premier but. Puis sa grande force, c'est sa défensive. Je comprends que tu veux créer de la polyvalence, mais en même temps, je ne vois pas une équipe qui irait le chercher et qui se dirait ouais, le joueur de 3e but que j'ai en ce moment est significativement meilleur défensivement que Nolan Arenado. Là. À moins qu'il soit échangé aux Giants, ce n'est pas un scénario que j'envisage, là, que ce gars-là soit, que quelqu'un d'autre soit meilleur que Nolan Arenado. Fait que, à quoi tu joues? À quoi tu joues, pour vrai? Pourquoi tu essaies de réinventer le baseball, là? J'en ai aucune idée. Puis, tu sais, les Cards, ils sont sur une mauvaise pente actuellement. Là. Ils prennent des drôles de décisions. Puis en plus, au moment où on dit que Arenado pourrait déménager au premier coussin, on dit la même chose de Wilson Contreras. On parle de mauvais contrat. Là. Ça, c'en est un mauvais contrat, un sucré de mauvais contrat. Ouais. Il est recevable parce qu'il fallait lui trouver une place sur le terrain parce que c'est un bon frappeur. Puis, il a une clause de non-échange. Il veut pas quitter. Malheureusement, il ne veut pas quitter les Cards, malheureusement pour eux. Je pense pas qu'il y aurait de la demande de toute façon. Là, de toute façon. Fait qu'ils sont pris avec. Pris avec le mauvais contrat. On risque de lui déménager au premier coussin pour prendre la place de Paul Goldschmidt. Puis là, on parle d'Arenado au premier coussin, mais ils ne seront pas 2 à jouer au premier coussin. Là. Fait que, non, ils vont mettre Contreras au 3e. Eh boy! Pourquoi pas? Tant qu'à s'enliser, enlisons-nous. Mais on dirait que c'est un catch-22. Là. On vit de mauvaise situation en mauvaise situation, puis là, on essaie de réparer une erreur en commettant une autre. Mais c'est la seule possibilité de voir Nolan Arenado jouer au premier coussin, c'est de le voir quitter Saint-Louis. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités. Si tu le gardes avec les Cards, tu le gardes au 3e coussin parce qu'il a perdu son bâton depuis quelques saisons. Au moins, il l'a perdu en efficacité au niveau de l'attaque. Il est encore l'un des meilleurs de sa profession au 3e coussin. Laisse-le performer au moins pour la balance de son contrat. Laisse-le faire la différence en défensive. Place-le dans des bonnes situations dans l'alignement pour qu'il soit protégé par quelqu'un d'autre, pour que les lanceurs n'aient pas le choix d'y lancer, mais n'empêche, mets-le pas au premier coussin. C'est comme, c'est pas la bonne décision dans son cas. Contreras, c'est correct, là. C'est une façon de payer pour le mauvais contrat, mais touche pas à Arenado. Non.
Sébastien? Non. J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Puis tu sais, même Pascal, tu disais, la seule façon qu'il joue au premier, c'est ailleurs. Mais encore là, tu sais, quand on s'en est parlé, Charles, je me suis mis à réfléchir aux Yankees. Tu sais, comment essayer de construire une hypothèse où les Yankees vont chercher Nolan Arenado pour le placer au premier but. Mais ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher Alex Bregman au troisième, que tu ailles chercher peut-être, là, tu aurais placé Jazz Chisholm au deuxième. Là, donc, le seul qui peut jouer au premier, c'est probablement Arenado. Mais encore là, tu as Aaron Judge qui va terminer sa carrière au premier but. Ça fait aucun sens. Là, j'ai pris l'exemple des Yankees, mais partout Puis dans le les Yankees, majeur, encore là, si j'ai Bregman puis j'ai Arenado, puis il faut que j'en mette un au premier coussin, si tu veux gagner à court terme, moi, je pense que je mets Bregman au premier. Ouais, je ne suis pas sûr de ses capacités à jouer là, mais je comprends ton point, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que ça ne fait pas de sens nulle part. Mais tu sais, est-ce qu'Arenado est rendu aussi mauvais que ça pour lui chercher pas défensivement. Non, au bâton, c'est pas catastrophique non plus. Il a des statistiques supérieures à la moyenne des ours. Mais il n'y a pas le bâton d'un joueur de premier but. Il y a le bâton d'un joueur de 3, il n'y a pas le bâton d'un joueur de 1 non plus. C'est ça qui ne fonctionne pas dans l'équation. Puis, si Nolan Arenado est échangé, c'est à une équipe qui va être capable de manger ce contrat-là, donc une équipe de gros marché, puis à une équipe qui est capable de gagner sur une base régulière. Là. Il ne voudra pas être échangé juste pour être échangé. Fait, c'est quoi les possibilités vite comme ça? C'est les Yankees, tu en as parlé. Mettons que tu ne fais pas d'autres mouvements. Tu envoies Jazz Chisholm au deuxième coussin, c'est facile, tu mets Arenado au 3. S'il est échangé aux Mets, t'envoies Vientos au premier but, t'envoies pas Arenado au premier but. Si jamais Alonso signe ailleurs. Oui, exactement. Ouais. Puis sinon, si tu as ces deux gars-là, tu trouves une autre place à Vientos ou tu l'échanges ou je ne sais pas, là, dans l'optique où tu as les deux autres. Si jamais il est échangé aux Dodgers, c'est probablement là qu'il veut aller parce que c'est un gars de Los Angeles. Ça n'arrivera pas, mais au premier but, tu as Freddie Freeman. C'est sûr que tu trouves une autre place à Max Muncy, tu l'envoies au deuxième but, je ne sais pas, peu importe. Fait que, c'est les Phillies de Philadelphie. Ils ne tasseront pas Bryce Harper de là, mais tu peux tasser Alec Bohm. Fait que, je ne vois pas un scénario dans lequel il y a une équipe qui se dit ouais, moi, Nolan Arenado, je le veux au premier but. Les Dodgers, on veut pas ramener éventuellement Mookie Betts à l'avant-champ aussi. C'est pas un des scénarios. Oui, absolument. Oui. C'est le plan pour 2025, même, tu as raison. C'est le plan pour 2025. Donc, c'est sûr il peut changer le plan, là, mais ouais. Arenado doit rester au troisième coussin s'il veut s'il veut poursuivre son contrat à Saint-Louis. Sinon, si on l'échange, il faut le voir au troisième coussin ailleurs. Là. Sinon, ce serait dommage. De voir un receveur comme Joe Mauer terminer sa carrière au premier coussin, c'est normal. Tu veux ménager sa santé, tu veux ménager ses genoux, mais de voir Arenado qui a été un joueur étoile, qui a été remporté plusieurs gants dorés, est-ce qu'il est rendu aussi mauvais que ça? Non. Défensivement, non. Non. Puis ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'ira pas jouer au premier but, mais pas 2025. Il est encore très capable de jouer de la bonne défensive au troisième but. Mais 2026 non plus. Là. Ce qu'on se dit là, c'est signe évident qu'à Saint-Louis, il se passe quelque chose de pas le fun, puis que là, on va passer par une reconstruction, un reset. Ouais. Puis il faut le commencer tôt ou tard, le reset. Là. Ben oui, absolument. Il y a Matt qui nous suggère aussi avec les Red Sox, puis c'est vrai, j'en avais fait un papier aussi, là, la possibilité les Red Sox qui discutent déjà, ça fait des années qu'on jase de ça, là, mais d'envoyer Rafael Devers du côté du premier coussin, plus touché parce que tu as un gars comme Tristan Casas qui est là, mais encore là, dans un scénario où j'ai Nolan Arenado et j'ai Rafael Devers, j'envoie Arenado au troisième, puis je trouve une autre place à Rafael Devers, là, surtout si tu veux gagner à court terme. Là. Si tu as l'objectif de développer, ou mettons, écoute, c'est une chose. Si tu veux gagner, il n'y a pas de monde dans lequel Nolan Arenado n'est pas au troisième coussin. C'est impossible. Mais même si tu veux développer, Devers n'a pas d'affaire au troisième but si Nolan Arenado est dans cette équipe-là. Puis c'est Tristan Casas qui va écoper, ça tout le monde le sait. C'est pas impossible que ça se produise. Mais c'est sûr et certain qu'Arenado va être au troisième but et que Devers va être au premier. Il n'y a pas d'autre scénario possible que ça. Ben oui. Puis tu sais, à la limite, si tu veux satisfaire Devers, donne une coupe de journée comme frappeur de choix à Arenado, puis renvoie Devers au troisième une fois de temps en temps, là, juste pour bien le mélanger comme il faut. Là. Mais non, là, t'envoies pas ce gars-là, t'envoies pas Nolan Arenado jouer au premier, là, ça ne marche pas. Point final. Point final. Messieurs, on a quelques questions qui sont en attente, donc allons-y avec la période de questions.
Je remonte ma liste de questions ici, messieurs. J'en ai une qui est en attente depuis un petit moment. Voilà, Matt qui nous demande, je te la soumets, Sébastien. Quels sont les coups spectaculaires que les Red Sox pourraient faire durant l'hiver? Là, tu viens d'évoquer justement possiblement la possibilité d'échanger un gars comme Triston Casas. Que ce soit lui, que ce soit Duran, que ce soit Wilyer Abreu, que ce soit un espoir en tant que tel. Il y a tellement de jeunes qui poussent qu'à un moment donné, il faut que tu fasses une répartition des actifs. Les Red Sox sont agressifs sur bien des fronts. Ce serait vraiment pas étonnant qu'il y ait une transaction d'importance que tu te dises « Ah ouais, ils ont donné ce gars-là. » Oui, ils ont donné ce gars-là parce qu'on en a assez pour pouvoir le faire. C'est ça? Et aussi parce qu'il faut entourer ces jeunes-là. On l'a vu à certains moments durant la saison. Défensivement, là, c'était un accident de char. Là, c'est la pire formation en défensive de tout le baseball majeur, puis c'était même pas proche. Là. Et entre autres, en raison de l'inexpérience. Donc, tu dois ajouter des vétérans qui sont solides défensivement. Pour ce qui est des coups d'éclat, je pense qu'il faut revamper notre rotation partante aussi. Puis c'est là que Corbin Burns, Max Fried peuvent entrer en jeu. On doit amener des gros noms qui vont faire qu'on va solidifier le haut de cette rotation-là, qu'on va enlever de la pression sur certains jeunes lanceurs, puis qu'on va savoir que ce soir donné-là, on a une chance de gagner, qu'on n'a pas besoin nécessairement de mettre toute la pression sur l'offensive, puis construire autour de ça. Donc, je pense qu'on doit se concentrer sur la rotation, tout en faisant une transaction pour essayer d'amener un vétéran dans cette équipe. Pascal, on a une question qui n'est pas dans la liste de questions ici là, sur les réseaux sociaux, mais qui concerne Édouard Julien, parce qu'il y a bien des gens qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec lui là, en 2025. 2024, il y a eu une espèce de gain de la deuxième année. Dans son cas, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal là, pour le Québécois en 2025? Ben, ça dépend beaucoup. La rotation, ben, pas la rotation, mais l'alignement des Twins va ressembler à quoi? Est-ce que Royce Lewis va jouer à quel endroit? Est-ce que Correa va être encore là? Parce que Correa fait partie de quelques rumeurs de transactions. Ouais. Le milieu de l'avant-champ des Twins va ressembler à quoi? Est-ce qu'il y a encore une place pour Édouard Julien là-dedans? Moi, je pense qu'il a encore le potentiel pour avoir de la place pour se développer encore un petit peu. On s'est dit en cours d'année, avec ses déboires, avec ses passages dans le 3A, est-ce que son avenir est encore au Minnesota? Moi, j'y crois. Mais en même temps, si les Twins veulent améliorer leur alignement, ben, peut-être que Édouard Julien est un bon élément. C'est peut-être lui qui a le plus de valeur actuellement pour une autre formation. Fait que moi, je le vois débuter quand même la saison avec les Twins, mais il se pourrait que en fonction de certains mouvements au Minnesota, ben, s'il y a des joueurs à échanger, il pourrait faire partie des joueurs à échanger. J'ai des doutes à savoir s'il va commencer dans le baseball majeur. Je pense que ça va prendre un bon camp d'entraînement. Mais écoute, si c'est pas au Minnesota, comme tu dis, c'est pas impossible qu'il y ait une transaction quelque part. On n'a vraiment pas vu là, la fin d'Édouard Julien dans le baseball majeur. Je pense qu'il a une belle carrière, mais il faut juste qu'il retrouve ce petit edge-là pour la suite. J'ai une question de Matt ici. Sébastien, corrige-moi si je me trompe. Ce qui fait peur avec l'argent rapporté, quand le joueur qui prend sa retraite, est-ce que le restant de son contrat va sur le plafond? S'il prend sa retraite en tant que tel, avant, mettons, la fin de son contrat en tant que joueur, ben là, ce serait un autre débat. Mais s'il fait juste prendre sa retraite et que l'argent est de toute façon différé, ça va compter. Prenons l'exemple de Shohei Ohtani, là, que la majorité de son contrat est sur le long terme. S'il prend sa retraite dans 9 ans à la fin de son contrat, ben, les 68 millions à la fin, pendant 10 ans, ils vont être sur le plafond des Dodgers. Là, je ne peux pas croire. Oui, ben, il faut qu'ils soient, là, s'ils ne sont pas. On a un méchant problème dans le baseball majeur. Puis ça va coûter cher aux Dodgers. Peut-être que c'est ce qui va faire que cette équipe-là va être vendue à un moment ou à un autre. On va avoir beaucoup trop de dépenses à court terme rendues dans 10-15 ans qu'on ne pourra peut-être pas tenir les rênes de cette équipe-là. On va en profiter parce que la valeur va être encore très, très, très haute. Il risque peut-être d'avoir un changement à ce niveau-là, mais malgré le fait que l'argent va être sur le seuil de la taxe de luxe, sur la masse salariale, pour moi, ça reste un problème qu'on puisse différer autant d'argent pour un seul et même club. Mais si les Dodgers étaient une business, puis c'en est une, là, on s'entend là-dessus, mais si c'était une PME, ben pour payer ce que tu dis faire, il faut que tu fasses des économies.
puis les économies que tu fais en fonction de payer le salaire d'Ohtani plus tard, tu ne peux pas les investir sur d'autres joueurs. Fait que le modèle d'affaires, il ne tiendrait pas la route. Fait que oui, il faut que ça compte sur le plafond éventuellement, parce que sinon, ça n'aurait pas d'allure. Ben, dans le cas d'Ohtani, le montage financier est fait qu'on va faire ces revenus-là juste en ayant Shohei Ohtani au sein de notre alignement. Tout ce qu'il y a aux alentours de ce joueur-là va nous amener l'argent qu'on va pouvoir payer par la suite. Ben, on l'a vu cette année. Oui, exactement. Ouais. C'est incroyable tout ce qu'on fait comme profit juste en ayant Shohei Ohtani dans cette équipe-là. Mais ce montage financier-là n'est pas applicable à toutes les formations du baseball majeur. Et même si le propriétaire est riche, ce n'est pas nécessairement applicable non plus. Dans la vraie vie. Oui, exact. Mais c'est ça, je pense que c'est 120 millions de dollars de retombées qu'on a fait grâce à Shohei Ohtani seulement. Fait que 120 millions de dollars, rajoute de l'intérêt là-dessus pendant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans parce qu'il va être payé pendant 20 ans encore. Ça commence à être beaucoup. Puis, c'est le baseball majeur au complet aussi qui fait de l'argent en quelque part à travers tout ça. Là. Et l'argent est redistribué au petit marché en plus. Fait que c'est vraiment une roue qui tourne. C'est comme si Ohtani jouait pour toutes les équipes finalement. Oui. Mais je te garantis que je jouais pour les Dodgers en série mondiale. Ben, de la façon qu'il jouait, je pense que personne ne le voulait. Non, c'est ça. En plus. Mais Sébastien, dis-moi si je me trompe. Je pense que, vu que le cas est tellement particulier, tellement qu'il y a d'argent reporté, je pense que ça avait été rapporté il y a un an que les Dodgers vont devoir donner des preuves au baseball majeur dans quelque chose comme 3 ou 4 ans de dire « Hey, on a déjà un certain montant qui est accumulé pour être capable de le payer. » Je me trompe-tu? Je ne sais pas pour cette portion-là, mais ça fait beaucoup de sens parce qu'à un moment, tu ne peux pas toujours reporter ça sans avoir la garantie que tu vas le payer. Puis là, tu vas arriver au bout puis tu vas dire « Ah, finalement, je ne le paye pas, puis on s'est arrangé, etc. » Donc, oui, ça, c'est une excellente mesure qui a été prise. Par contre, on dit que c'est un cas exceptionnel chez Ohtani. Oui, c'est vrai, mais on est rendu à près d'1 milliard en argent différé, donc ce n'est pas le seul cas pour les Dodgers. Je comprends aussi qu'il y a d'autres cas à travers le baseball majeur où il y a de l'argent différé, mais les Dodgers sont vraiment dans une case à part. Là. Il n'y a personne qui s'approche de cette équipe-là en termes d'argent différé. Non, puis même si on enlevait Ohtani, il n'y a personne qui s'en approche. Fait que c'est sûr que c'est un cas qui est à part. Là. Ça, je comprends ça. Pascal, la question à, je ne sais pas, 600, 650, 700 millions de dollars. Vous pensez que Juan Soto va signer à quel endroit? Donc, je commence avec toi, Sébastien, tu renchériras après. Ah, tu avais dit Pascal, mais OK, je vais y aller. Vas-y, Pascal. On va se prononcer tous les trois. Anyway. Moi, je ne le vois pas déménager de New York. Il va rester à New York, soit chez les Yankees ou il va s'en aller chez les Mets, mais je ne le vois pas quitter New York. Je ne le vois pas aller à Los Angeles. Je ne le vois pas aller à Toronto. Je ne le vois pas aller à Boston. Je ne le vois pas aller nulle part, en fait, ailleurs qu'à New York. Là, c'est soit l'un ou l'autre. Puis, il y avait même un choix à un moment donné qu'il retourne chez les Nationals de Washington pour terminer le travail, malgré qu'il avait quand même fait un travail pas pire en 2019. Mais il y avait ces rumeurs-là que comme les Nationals sont en train de sortir la tête de l'eau lentement mais sûrement avec une panoplie de bons joueurs, de bons jeunes joueurs que Soto pourrait s'en aller là, ben c'est les Yankees ou les Mets. Sébastien? Ben, oui, pour enchérir, les Nationals ne sont pas là du tout. Là. On n'en a pas entendu parler dans ce dossier-là. On en a entendu parler durant la saison, mais depuis la fin de la campagne, c'est zéro. C'était juste un feel-good story, finalement. Oui, exact. Mais moi aussi, je suis allé avec les Mets avant que la saison morte débute. Je vais continuer avec les Mets. Je suis quand même rassuré parce que j'entends du côté des Yankees. On semble vraiment être là. On va être là jusqu'au bout. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je pense que les Mets, il n'y a personne qui va pouvoir les accoter au final. Puis c'est peut-être là que ça va jouer. Moi, j'ai l'impression que c'est les Mets qui sont favoris en ce moment. J'exclus vraiment pas les Yankees de la course. Les Dodgers, je pense pas. Je pense pas qu'ils sont assez désespérés pour ça. Les Blue Jays, je pense qu'il va falloir payer vraiment trop cher parce que, à salaire à peu près égal, il va choisir New York. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces temps-ci avec Boston, puis même, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu plus tôt aujourd'hui, Jeff Passan qui a ressenti le besoin de mettre les barres sur les T et les points sur les I en disant « Hey, arrêtez, là, il ne signera pas aujourd'hui. » Il n'a pas nommé Boston, mais toutes les rumeurs que je voyais qui émanaient de la République dominicaine parlaient de Boston.
moi, j'ai l'impression que c'est pas un bon signe pour Boston parce que quand on parle trop d'une équipe, là, c'est rarement là que ça s'en va. Ça peut changer, là, mais j'ai vraiment l'impression, moi aussi, que ça joue entre les deux New York. Au moins, il n'était pas dans un avion. Oh. Toujours bon, cette mais joke-là. Ça veut dire que David Ortiz ne réalisera pas son rêve. Non, c'est ça. Ben écoute, depuis une couple d'années, je pense pas qu'il y a grand rêve qui se réalise à Boston. Non, malheureusement. Ni pour Big Papi. Ni pour Big Papi, non. C'est ça. Ben écoute, il a la chance de donner des cadeaux à l'effigie des Red Sox à ses collègues à la télé. Oui, ça c'est drôle. Oui, avec Jeter. Quand il est arrivé et qu'il avait donné un chandail numéro 2 Red Sox à Jeter, que Jeter l'a déballé et qu'il l'a sacré à terre. Oui. Puis entre-temps, ben, en série, il crouse Madame Met. Fait que c'est le oui. Ça lui appartient. Ça fait de la bonne télé. Ça fait de la bonne télé, oui. C'est ça que je jasais justement, je me souviens plus avec qui, mais tu vois que les gars sont encore dans leur force. Là, au début de la série mondiale, c'est qui est allé dire bonjour à Clayton Kershaw, qui est allé serrer la pince? C'est Derek Jeter. Puis de l'autre côté, ben, c'est qui crouse Madame Met, puis qui sort son petit truc à argent, là, qui tourne comme ça, puis qu'il y a de l'argent qui sort. Ben, c'est pas Derek Jeter. Là, c'est sûr que c'est David Ortiz. Puis, tous les gars sont dans leur force. Puis, moi, ils sont bien campés dans leur rôle. Là. Oui, c'est ça. Oui. Puis Rod, il tente les deux, c'est pas trop de quel côté il se range, là, lui. Il sait. Lui, il a failli jouer pour les Red Sox, puis là, finalement, il a joué pour les Yankees. Il sait pas trop si Jeter, c'est vraiment son ami ou pas. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, si ces deux gars-là sont capables de redevenir amis, là, personne qui a d'excuses ici. Là. Non, même toi puis moi, Charles. Ah, non, ça, c'est une cause perdue. Jean-Michel ici qui nous dit j'arrive tard, il nous disait ça tantôt. Je sais que Soto a signé nulle part et que Sasaki c'est juste en janvier, mais les sites sur les équipes parlent beaucoup des espoirs du 2A, du 3A pour combler des postes pour différentes équipes. Croyez-vous que ça va affecter le marché et les signatures? Non, parce que c'est juste que si tu as un trou, ben, tu n'as pas le choix de mettre quelqu'un dans les chartes des équipes, fait qu'on met les espoirs en attendant, mais il en demeure pas moins que tous ces gars-là vont finir quand même par signer quelque part. Donc, non, là, je ne m'attends pas à ce que ça affecte nécessairement. Là, c'est juste une mesure en attendant que certains gars signent. On parlait d'Édouard Julien, tantôt Pascal, et il y a Victor qui nous a dit futur Tigre. Le vois-tu avec les Tigers? Oh, mais de Henshin, c'est pas les mêmes Tigers, par exemple. Moi, j'ai choisi de me focusser sur les Tigres. OK. Ouais, bon. Après moi, on a changé de continent. Oui. Moi, je ne la vois pas dans une équipe en particulier. Je n'ai pas de boule de cristal par rapport à ça. Comme tu le dis, Charles-Alexis, je pense qu'il faut qu'il se concentre pour commencer l'année dans les majeurs, ce qui ne sera pas nécessairement acquis dès le départ. Si ce n'est pas le cas, ça va lui prendre un bon début de saison dans le 3A. Il va falloir qu'il domine dans le 3A pour être appelé, mais comme il a déjà performé avec les Twins, comme il a déjà été en haute estime pour plusieurs observateurs. Il y en a même qui ont dit, écoute, il a le potentiel pour être un champion frappeur, ce gars-là. Tu peux pas disparaître de la carte du jour au lendemain à ce point-là. Fait que s'il ne commence pas l'année au Minnesota, au moins un rappel hâtif serait intéressant par rapport à ça. Là. Absolument. On a une question de Matt ici. Sébastien, je te la soumets. Ça m'avait fait capoter. J'en avais fait un texte il y a quelques jours sur Passion MLB. Le propriétaire des Aces de Sacramento qui décide de relever, selon ce qui circule, sa masse salariale. Il était à 63 millions de dollars dans les dernières années. Là, on voudrait monter à peu près à 100. Puis l'une des raisons, c'est probablement pour attirer un peu de monde à Sacramento, mais aussi pour que l'association des joueurs et les autres propriétaires ne soient plus sur son dos. Parce que, tu sais, c'est une chose d'empocher cet argent-là qu'on donne de taxes de luxe aux équipes qui sont un petit peu plus pauvres. C'en est une autre quand toi, tu n'apportes pas d'eau au moulin parce que tu joues dans un stade de 3 comme ça. Je trouve ça dommage que ce soit les partisans des Aces qui payent la note. Puis je comprends que tu n'as pas le choix de créer un buzz dans ta nouvelle ville. Je suis conscient de cette réalité-là. Mais les partisans des Aces, Sébastien, ils ont mangé leur pain noir pendant des années parce que tu leur as mis une équipe de marde sur le terrain. Tu les as placés dans des conditions épouvantables en disant mais on va déménager, puis en menaçant de déménager à toutes les 2 semaines. Il fallait qu'ils se rendent dans un stade horrible. Tu n'as pas fait d'effort pour construire un beau stade. Et là, tu vas aller à Sacramento, tu vas monter la masse salariale, puis une fois qu'ils vont être rendus à Vegas, là, ça va augmenter pas mal plus aussi selon ce qui circule. C'est plate en maudit pour les fans des Aces. Donc, les fans des Aces, je veux dire les fans qui sont à Oakland en tant que tels, là, parce qu'ils ont vraiment été maltraités.
C'est ras. C'est vraiment ras. Ouais. Parce que ça fait juste prouver que les fans à Oakland avaient rien à voir, mais rien à Mais voir non, avec les non. déboires de cette organisation-là. Puis, je sais pas, les boys, si ça vous rappelle le déménagement des Expos de Montréal à Washington, Mais oui. c'était peut-être pas exactement la même chose, mais on croit revoir le même scénario. On avait Oui. augmenté notre masse salariale. On veut séduire nos nouveaux partisans. Je comprends la stratégie marketing. Je comprends qu'on doit avoir un bon produit sur le terrain, puis qu'on doit attirer du nouvel argent dans notre organisation. Mais pour les partisans qui sont là depuis tant d'années, qui ont été là depuis les débuts, qui ont vu cette organisation-là être au sommet ou presque du baseball majeur et ensuite être la risée totale de la MLB, voir quitter leur équipe et là se retrouver quelques semaines plus tard à apprendre cette nouvelle-là. C'est vraiment triste pour eux. Puis c'est vraiment ordinaire de la part de l'état-major de cette équipe-là. Pascal, qu'est-ce que C'est tu pathétique. penses C'est de ça? pathétique. Moi, je me mets à la place des partisans des Aces. C'est un deuxième deuil à vivre en peu de temps. Là. Déjà Oui. qu'ils ont perdu leur équipe, qu'ils ont dû subir les matchs dans un stade atroce. Tu utilises l'expression c'est rats, Sébastien. Je pense que des rats, il y en avait dans le stade. Là. Oh oui, oui, c'est un cimetière. Puis c'est vraiment pathétique. Puis tu sais, si le baseball majeur ont mis une pression sur le propriétaire pour qu'il hausse sa masse salariale, bien, le baseball majeur, il aurait dû mettre une pression suffisante pour qu'il puisse la hausser. Mais en même temps, lui, dans sa tête, il quittait Oakland. Fait que, il a joué le tout pour le tout. Il a eu ce qu'il voulait. Il a joué la campagne comme il a voulu la jouer. Puis, remplir un stade 3A, c'est pas si compliqué que ça. Là. Est-ce que tu es obligé d'augmenter ta masse salariale de 40 millions, de quasi la doubler pour remplir un stade 3A, puis que tu vas pouvoir encore augmenter quand tu vas être rendu à Las Vegas? Parce qu'à Las Vegas, la game ne sera plus la même. Tu n'auras pas le même public à attirer. Puis à Vegas, il y en a des choses à faire. Là. On s'entend là-dessus. Ouais. Fait que si tu veux avoir du monde dans ton stade un lundi, comme un mardi, comme un mercredi, ben, il va falloir que tu la hausses significativement ta masse salariale là, puis pour jouer dans la même ligue que les autres. Là. Puis dans tout ça, moi, la question que je me pose, c'est qui va prendre l'argent des Aces? Y a-tu quelqu'un, y a-tu un agent libre? Je te dis pas qu'il n'y a pas d'agents libres qui vont signer là. Il y a des gars qui vont accepter des petits contrats, mais y a-tu un agent libre qui va se dire moi, il faut que je signe un contrat? Là, je prends un exemple. Là. Isaiah Kanner-Falefa, qui a signé un 15 millions de dollars sur 2 ans l'an passé à Toronto, 7,5 par année. C'est pas la mer à boire comme contrat, mais c'est le genre de contrat probablement que les Aces visent. Mais si tu te fais offrir ça par Sacramento, puis tu te fais offrir ça par New York, puis tu te fais offrir ça par Chicago, je parle des Cubs, pourquoi tu irais à Sacramento? Pour jouer dans un stade 3A, puis en plus, on dit qu'il fait tellement chaud à Sacramento qu'ils vont peut-être possiblement jouer les parties de jour le matin pour éviter le soleil du midi puis de l'après-midi. Voyons, y a-t-il un être humain, un athlète du baseball majeur actuellement qui va dire ah, ben moi, je vais signer là, c'est la solution. Je vais jouer le matin, je vais avoir le reste de ma journée pour aller jouer au golf. Puis je vais être dans un vestiaire de 3A, puis je vais jouer dans un stade de 3A avec une équipe plus ou moins bonne. Puis je vais être dans le vestiaire qui est au fond du champ centre. Exact. Non, c'est un peu fou, là. Ouais. Ça veut dire que Mason Miller, Brent Rooker ne seront pas échangés non plus parce que si on les échange, ben là, il va falloir combler le salaire qu'on va avoir perdu pour atteindre cette masse salariale de 100 millions. Puis ensuite, on va les perdre pour absolument rien. Donc, quelle excellente stratégie, encore une fois. Non, ça n'a pas de bon sens. On va avoir 2 clubs quand même qui vont jouer dans un stade des mineurs cette année. Sauf que la différence, c'est qu'on va donner un mulligan d'1 an au Rays de Tampa Bay. Là, il y a eu quand même l'ouragan. Si en 2026, ils sont encore là, je te dirais, OK, là, le dossier du Trop a été mal géré. Ça, ce sera un autre débat. Mais en 2025, d'ailleurs, en parlant des Rays, je ne sais pas si vous avez vu là, tous les changements au calendrier qu'on effectue pour jouer le plus possible au printemps parce que le printemps en Floride, c'est le fun, versus l'été où est-ce qu'il y a beaucoup de pluie, la température est très, très, très élevée aussi en termes de chaleur. Écoute, 8 matchs, Pascal, à domicile en juillet, 8 matchs en août. Fait que durant les 2 mois d'été, 16 matchs à la maison. Ils vont l'avoir, leur garde partagée, finalement. Moi, ça me fait penser quand les Expos avaient eu une garde partagée avec Porto Rico. C'est vrai. Une vingtaine de matchs. C'est un peu le même principe. Moins de matchs, là, mais c'est un peu le même principe. Oui, c'est une catastrophe naturelle, là.
C'était quand même un stade en piteux état. Là. Je ne pense Oh, pas oui. que ce serait arrivé dans un stade neuf nécessairement. Mais c'est un œil au beurre noir du baseball majeur. Autant les Aces, autant les Rays actuellement, c'est les deux yeux au beurre noir. Là. Ben, tu sais, il va y avoir 28 stades des majeurs sur 30. C'est pas beaucoup, 28 sur 30. Là. Oui, exact. Puis il va pas falloir s'étonner si les joueurs des Rays ont des difficultés en milieu de saison. Là, ça sera vraiment, mais vraiment pas évident d'être sur la route dans nos valises pendant une si longue période, puis de continuer à performer sur le terrain. Là. Vraiment, ça va avoir des répercussions sur l'équipe. On comprend que c'est une catastrophe naturelle qui fait en sorte qu'on est dans cette situation-là, mais c'est vraiment pas évident pour ces joueurs-là. Là. Puis Et qui va leur vouloir famille. signer à Tampa Bay? Là? Déjà Exact, que Tampa exact. Bay, c'était pas le paradis des joueurs autonomes. Ben là, ça va être le même phénomène qu'à Sacramento. Absolument, absolument. Deux petits commentaires que Jean-Michel avait par rapport à ce qu'on vient de jaser. Sur Édouard Julien nous dit qu'il doit mieux frapper contre les gauchers. Et par rapport à Oace, il nous mentionne que la ville d'Oakland et le propriétaire ont eu 15 ans de négociation où on ne pouvait pas se parler. Le propriétaire avait l'air très, très, très fermé là, à ce niveau-là. Matt qui nous demande ici si Montréal n'avait pas les rénovations, les Rays auraient pu jouer au stade olympique. Je ne pense pas que c'était le plan numéro 1. Je pense qu'on voulait vraiment les garder en Floride. Pour 2025, ça n'aurait pas été une option. Ceci étant dit, peut-être que pour 2026, ça le serait devenu. Parce que je pense que 2026, il va y avoir des problèmes avec tout ce qui se passe du côté de Tampa Bay. Donc, ce sera à suivre à ce niveau-là. Dernier petit commentaire, Pascal, que je te soumets. Tu parlais des White Sox tantôt. Jean-Michel en a profité pour dire le jour où on pourra les féliciter, c'est le jour où le propriétaire aura vendu. Puis il nous rappelle qu'à une certaine époque, il y a une centaine d'années, c'était eux la grande organisation du baseball majeur. Oui, il y a une centaine d'années. Oui, mais il était en train de revenir à ces standards-là, il n'y a pas si longtemps. Là. On les plaçait en série mondiale, il y a quelques années seulement, puis depuis ce temps-là, c'est la catastrophe. Ben, tu sais, ils ont été au coude à coude avec les Indiens de Cleveland d'alors. Ils ont été au coude à coude avec les Twins pendant plusieurs années. Puis ils ont dominé leur section pendant plusieurs années aussi. Mais il manquait un petit quelque chose. Puis heureusement, le propriétaire a eu la brillante idée d'aller chercher son ami Tony La Russa pour venir détruire le club solide. Ouais. Puis on vit les effets La Russa. Puis c'est dommage, hein, parce que La Russa a été un bon gérant dans le baseball majeur, mais à un moment donné, trop c'est trop. Là. Absolument. Puis à vouloir s'entêter, puis à vouloir mettre un gars dans une mauvaise chaise, ben voici ce qui se passe. Puis ça va prendre quelques années avant de rebondir. Là. Absolument. Messieurs, je veux vous dire merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Ça a été un plaisir. Merci à tous les auditeurs qui sont là et qui ont interagi vraiment intensément avec nous. Il y avait beaucoup de gens qui nous écoutaient particulièrement aujourd'hui. Donc, continuez à nous écouter et à interagir parce que la saison morte ne fait que commencer puis il y aura beaucoup de rumeurs à discuter avec vous. Donc, évidemment, ceux qui ont interagi avec nous, c'est ceux qui nous écoutaient en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube jeudi soir à 20h. Mais Sébastien, ce n'est pas la seule façon de nous écouter. Exactement. On va aller placer l'épisode qu'on vient d'enregistrer sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On va le placer sur YouTube. Donc, vous pourrez le retrouver. Allez nous chercher, vous allez nous trouver. Allez vous abonner pour construire cette belle communauté-là qu'on est en train de bâtir. Vraiment, ce soir, on était vraiment nombreux, puis c'est plaisant. Ça alimente les discussions. Il y a des sujets qu'on ne pensait pas parler, qu'on a parlé. Donc, c'est vraiment plaisant. Et bien sûr, sur notre site web, vous pouvez retrouver tous les épisodes, également tous nos articles qu'on écrit sur l'actualité du baseball majeur. Sébastien, merci beaucoup. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Toujours un plaisir de t'avoir. Absolument. Et bien, nous, on se dit à la semaine prochaine. On verra s'il y aura quelqu'un qui aura signé. Juan Soto va s'approcher d'une décision. Ouais. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse jaser d'une équipe, mais on va s'approcher d'une décision. Peut-être que dans 2 épisodes, Sébastien, on pourra parler d'une équipe là, pour Juan Soto. Enfin! Puis à Toronto, les partisans surveillaient le ciel. Oui. Oui. Comme les gens de Québec qui surveillaient le propriétaire des Hurricanes dans le temps. 2 avions qui ne sont jamais arrivés. Donc, sur ce, merci beaucoup, puis on se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.